Je n'oublierai jamais le froid glacial de ce matin-là. Ce genre de froid qui s'insinue sous votre peau et y reste, même quand le soleil brille. Le 4x4 de Julien a ralenti avant de s'arrêter au bord d'une allée de gravier, ses pneus crissant sur les mauvaises herbes qui avaient depuis longtemps repris leur droit sur le chemin. Il est descendu, a claqué la portière et, pendant un instant, est resté là, les mains sur les hanches, à fixer la maison comme si c'était un fardeau qu'on l'avait forcé à porter. « Nous y voilà », a-t-il murmuré en évitant mon regard. La maison appartenait à ma grand-mère, un endroit que je n'avais pas visité depuis des années. Le porche s'affaissait par endroits, la peinture s'écaillait comme la peau d'un vieux serpent, et des plantes grimpantes rampaient sur l'une des façades, comme pour tenter d'entraîner la bâtisse sous terre. C'était là que j'étais censé passer le reste de ma vie, ou du moins l'année qu'il me restait à vivre, selon lui et sa mère. J'étais assise sur le siège passager, les mains crispées sur mes genoux, les jambes raides. Mon corps ne s'était pas encore totalement remis de ce léger AVC, et marcher m'était difficile. Je pouvais bouger, mais plus lentement qu'avant. Cependant, Chantal, ma belle-mère, l'avait convaincu que je serais mieux ici, dans un endroit calme. Un endroit où, pour reprendre ses mots, Amélie pourra se reposer. Et quand son heure viendra, ce sera paisible. C'est exactement comme ça qu'elle l'avait formulé. Quand son heure viendra, comme si j'étais déjà morte. Julien a contourné le véhicule, a ouvert ma portière et s'est penché vers moi, l'expression partagée entre la pitié et l'agacement. « Tu seras bien installé, ici. Il y a quelqu'un pour veiller sur toi, et l'air est plus pur qu'en ville. Ce sera bon pour ton cœur. Et pour le mien. » Mon cœur, justement, était en train de se briser là, dans cette allée. J'ai jeté un coup d'œil à la personne adossée à la rambarde du Porsche, une femme d'une 50aine d'années, forte, portant une chemise tachée de quelque chose que je préférais ignorer. Ses cheveux étaient gras, son regard dans le vague, même en plein jour. Elle m'a fait un vague signe de la main, puis a allumé une cigarette et s'est détournée. « C'est Josiane », a dit Julien. « Ce sera ton aide à domicile. Je la paierai tous les mois. » Sur l'argent de mon héritage, ai-je pensé, sans rien dire. Il a descendu le fauteuil roulant de l'arrière du 4x4, l'a posé sur le sol, puis s'est tourné vers moi. « Allez, Amélie. Allons t'installer. » M'installer, comme si j'étais un meuble qu'on mettait au garde-meuble. Je suis resté figé. Mes doigts agrippaient le cadre de la portière, mon pouls battait à tout rompre. Tout mon instinct me hurlait que c'était mal. Mais qu'étais-je censé faire? Mon corps tremblait encore quand je restais debout trop longtemps. Ma voix se brisait quand j'essayais de me disputer. Je lui avais fait confiance pendant des années, et maintenant, cette confiance servait à m'exiler. Julien a fini par se baisser, m'a soulevé comme si je ne pesais rien, et m'a déposé dans le fauteuil. Mon visage était brûlant, non pas de honte, mais d'une rage que je ne pouvais exprimer. Josiane a écrasé sa cigarette, a ouvert la porte et a disparu à l'intérieur, marmonnant quelque chose sur le fait de trouver la chambre d'amis. Julien m'a poussé sur le porche et m'a fait entrer. L'air sentait la poussière et le vieux bois, avec un soupçon de moisissure. Les murs étaient nus, à l'exception de quelques crochets où des cadres devaient être accrochés des années auparavant. « Je passerai prendre des nouvelles toutes les 2 semaines, a dit Julien en rentrant mes sacs. Josiane s'occupera du quotidien. Tu n'auras à te soucier de rien. De rien? Comme si j'étais incapable de penser, incapable de ressentir. Quand il est enfin ressorti, j'ai fait rouler mon fauteuil jusqu'à la fenêtre. Il se tenait près de son 4x4, pianotant sur son téléphone, puis a jeté un dernier regard à la maison. Son visage n'exprimait aucune culpabilité, juste du soulagement. Il a fait un signe maladroit de la main, est monté dans la cabine et est parti sans se retourner. Je suis resté près de cette fenêtre bien après que le bruit du moteur se soit dissipé, mes doigts serrant les accoudoirs si fort que mes articulations en blanchissaient. Pour la première fois depuis des années, j'ai senti quelque chose de vif percer mon engourdissement. De la colère, brillante et bien vivante. Et sous cette colère, autre chose s'est éveillée. Quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis avant l'AVC. De la force. J'avais toujours cru avoir choisi l'homme sûr. Celui qui ne me ferait pas de mal, qui ne flamberait pas nos économies ou ne disparaîtrait pas dans une crise de la quarantaine. Julien était doux quand nous nous sommes rencontrés. Calme, attentionné, le genre d'homme qui vous ouvrait la porte et retenait comment vous aimiez votre café. J'avais 25 ans,
je travaillais comme assistante du PDG d'une entreprise de logistique, carburant à l'ambition et à la caféine, rêvant de créer un jour ma propre entreprise. Lui vendait des assurances, stables, fiables, ordinaires. C'est ce dont je pensais avoir besoin. Notre mariage a été petit, intime, avec des fleurs sauvages et des chaises pliantes installées dans le jardin de Chantal. Elle a pleuré en me serrant dans ses bras, m'appelant désormais sa fille. Je l'ai cru. Je croyais tout, à l'époque. Les premières années n'ont pas été mauvaises. Julien rapportait à manger les soirs où je travaillais tard. Il me massait les épaules quand j'étais penché sur mon ordinateur portable. Chantal, en revanche, n'a jamais caché sa désapprobation. Elle faisait claquer sa langue chaque fois que je parlais de projets professionnels, disant des choses comme « Tu ne voudrais pas t'épuiser avant d'avoir des enfants, ma chérie ». Elle aimait que les choses se fassent à sa façon, des repas faits maison à 18h précises, les déjeuners dominicaux après la messe, et son fils toujours à un coup de fil de distance. Quand j'ai décroché un contrat majeur au travail et que j'ai évoqué la possibilité de demander une promotion, le sourire de Chantal s'est figé. Plus tard ce soir-là, Julien m'a dit « Tu devrais peut-être lever le pied. Ma mère s'inquiète pour toi. » J'ai ri pour masquer ma gêne, mais ça m'a piqué. Les années ont passé. Mes rêves sont doucement passés au second plan, tandis que sa vie restait exactement la même, jusqu'à ce que la lettre arrive. Elle venait de Suisse. Une enveloppe blanche et soignée, avec mon nom écrit à la main. À l'intérieur, la nouvelle, ma grand-mère était décédée, me léguant une part de sa succession. Une somme d'argent importante et une petite propriété ancienne dont elle avait parlé un jour, mais que je n'avais jamais vue. Je me suis assise à la table de la cuisine, fixant la lettre, la main tremblante. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» a demandé Julien en jetant ses clés dans la coupelle près de la porte. J'ai hérité de quelque chose, ai-je murmuré. Quand il a lu la lettre, ses yeux se sont illuminés d'une façon que je n'avais pas vue depuis des années. Il m'a serré si fort dans ses bras que j'ai failli pleurer de soulagement. Pendant un bref instant, je me suis dit, peut-être que ça va tout arranger. Peut-être qu'on va enfin construire la vie dont on rêvait. Chantal a apporté du champagne ce soir-là, me serrant dans ses bras, m'appelant sa petite chanceuse. Les semaines suivantes, leur attitude a radicalement changé. Chantal a arrêté de critiquer mes heures supplémentaires. Julien rentrait plus tôt, préparait le dîner, allumait des bougies comme si nous étions de nouveau en plein flirt. Je voulais croire que c'était de l'amour, mais au fond de moi, quelque chose clochait. La première fois que je l'ai vue avec elle, mon cerveau n'a pas voulu l'assimiler. J'étais allé faire du shopping pour lui faire un cadeau, une nouvelle cravate, car il s'habillait de façon plus élégante ces derniers temps. Et en sortant de la boutique, je l'ai aperçu de l'autre côté de la rue. Il riait, sa main effleurant le bras d'une jeune femme aux longs cheveux auburn. Quand elle s'est penchée pour l'embrasser, tout mon corps s'est pétrifié. Mon cœur ne s'est pas brisé sur le coup. Il s'est juste fêlé. Une toute petite fissure. Je ne l'ai pas confronté. Pas encore. Au lieu de cela, j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais pensé faire un jour. J'ai engagé un détective privé. Une semaine plus tard, j'étais assise dans un bureau miteux pendant que le détective faisait glisser des photos sur son bureau. Julien est la même femme. Son nom était Chloé. Au restaurant, se tenant la main dans un parc, s'enregistrant dans un hôtel. Le rapport comprenait des retranscriptions de leur conversation. Je n'oublierai jamais une phrase en particulier, une fois que l'argent d'Amélie sera débloqué, je pourrai enfin ouvrir ma propre entreprise. On sera à l'abri, Chloé. Je te le promets. Elle n'en aura plus besoin pour très longtemps de toute façon. Pas avec son état de santé. Il préparait déjà ma sortie. C'est ce soir-là que j'ai appelé Camille, mon ancienne colocataire d'université et l'une des rares personnes en qui j'avais encore confiance. Elle a écouté en silence pendant que je déballais tout, la liaison, l'héritage, la façon dont Chantal me regardait comme si j'étais temporaire. Quand je me suis enfin tue, Camille a dit, « Tu dois penser à la suite, Amélie. Tu ne peux pas rester avec quelqu'un qui est déjà en train de t'effacer. » Je voulais hurler, jeter quelque chose, m'effondrer là, sur le carrelage de ma cuisine. Mais au lieu de cela, je suis restée assise à fixer les photos, complètement anesthésiée. Un mois plus tard, l'AVC a frappé. J'étais au travail, en train de réviser des contrats, quand ma vue s'est troublée et que tout le côté gauche de mon corps s'est affaibli.
Je me suis réveillé à l'hôpital avec Julien qui me tenait la main et Chantal qui rôdait tout près, les larmes aux yeux. « Tu vas t'en sortir », a chuchoté Julien en écartant une mèche de cheveux de mon visage. « On va s'occuper de toi. » S'occuper de moi. Ces mots ont tourné en boucle dans ma tête pendant des semaines. J'ai cru que c'était de l'amour, au début. J'ai cru qu'il le pensait vraiment, mais à mesure que ma convalescence s'éternisait, j'ai commencé à remarquer des choses. Il restait plus tard au travail. Chantal a pris en charge la gestion de mes médicaments, de mes repas, de mon emploi du temps. Il chuchotait quand il pensait que je n'entendais pas, employant des mots comme soins à domicile et endroit calme. Et puis un matin, Julien m'a dit qu'il avait une idée. Un nouveau départ dans l'ancienne propriété de ma grand-mère, un endroit où je pourrais guérir en paix. Guérir? Non, ce n'est pas ce qu'il voulait dire. Il me préparait à disparaître. Le jour où nous avons fait le trajet jusqu'ici, je n'ai pas pleuré. J'avais déjà versé toutes les larmes qu'il me restait. Mais assise dans ce 4x4, en le regardant décharger mes sacs, j'ai fait une promesse silencieuse. Tu m'as peut-être rayé de la carte, Julien, mais je suis loin d'avoir dit mon dernier mot. Quand le véhicule de Julien a disparu au bout du chemin de terre, le silence s'est abattu sur tout. Même le vent a semblé marquer une pause, comme si le monde entier retenait son souffle. J'étais assise dans ce vieux fauteuil roulant, fixant la porte moustiquaire que Josiane avait laissée grande ouverte, grinçant sur ses gonds rouillés. La maison était plus froide que dans mes souvenirs d'enfance estivaux, un espace vide où la poussière dansait dans les rayons de lumière oblique qui traversaient les fenêtres. Je pouvais sentir la moisissure et une vague odeur aigre, comme celle d'un réfrigérateur débranché depuis trop longtemps. C'était là qu'il pensait que je m'éteindrais tranquillement, là que j'étais censé épuiser mes dernières forces en attendant une fin que je n'avais pas demandée. Josiane est sortie de l'une des pièces du fond en se grattant le cou. « Les chambres sont dégagées », a-t-elle dit d'un ton monocorde. « Les draps sont assez propres. La salle de bain est au bout du couloir. Ne vous attendez pas à me voir ici tous les jours. Je passerai quand je pourrai. » Son regard a glissé sur moi. Déjà désintéressé. J'avais envie de lui hurler dessus. De crier que je n'étais pas mourante, que je n'étais pas faible, que je n'avais pas besoin de tout ça. Mais les mots sont restés coincés dans ma gorge, serrés par la colère et par quelque chose de plus profond. Une trahison si lourde qu'elle m'écrasait la poitrine. Elle a attrapé sa veste et est partie en marmonnant quelque chose sur des courses à faire plus tard. La moustiquaire a claqué derrière elle, me laissant seul dans une maison que je n'avais pas choisie. Je suis resté parfaitement immobile pendant ce qui m'a semblé être une éternité, à fixer mes mains agrippées aux accoudoirs. Elle tremblait, non plus de faiblesse cette fois, mais de fureur. Un petit rire m'a échappé, amer et sourd, parce que soudain, tout cela m'a semblé absurde. Mon mari, ma belle-mère, cette soi-disant aide à domicile. Plus aucun d'entre eux ne me voyait vraiment. Ils voyaient un fardeau, un compte en banque, et un problème qu'ils ne voulaient pas résoudre. C'est à cet instant précis que j'ai décidé que je cesserais d'être leur problème. Je me suis levé. Lentement, prudemment, mais je me suis levé. Mes jambes ont flageolé, raidies par des semaines d'utilisation limitée, et pourtant, elles ont tenu. J'ai fait un pas chancelant, puis un autre, jusqu'à me retrouver debout au centre du salon, respirant fort, le cœur battant à la chamade. La vérité, c'est que j'avais beaucoup mieux récupéré que je ne le laissais paraître. La kinésithérapie avait fonctionné. La faiblesse s'était estompée. Je pouvais marcher sur de courtes distances sans aide, mais je ne l'avais jamais dit ni à Julien, ni à Chantal. Pourquoi? Parce que j'avais besoin de connaître la vérité. Ce qu'il ferait s'il pensait que je ne pouvais pas me défendre. Et il m'avait montré, il m'avait abandonné. J'ai ri de nouveau, plus fort cette fois. Cela m'a surprise. C'était comme la voix de quelqu'un d'autre, féroce et rebelle. J'ai attrapé mon téléphone et j'ai composé le numéro de la seule personne en qui j'avais confiance. Camille. Ma voix s'est brisée, mais elle portait quelque chose de nouveau. De la détermination. À l'autre bout du fil, elle a poussé un hoquet de surprise. Amélie, où es-tu? J'ai appelé, envoyé des messages. Julien a dit que tu étais. Oh mon Dieu. Est-ce que ça va? Je vais bien, ai-je dit, bien que ma gorge se soit nouée autour de ce mensonge. Il m'a laissé dans la vieille maison de ma grand-mère. Il a dit que c'était bon pour mon cœur.
Camille a juré entre ses dents, puis a expiré bruyamment. J'arrive ce soir. Ne t'avise pas de déplacer quoi que ce soit de lourd, tu m'entends? Quand l'appel s'est terminé, j'ai regardé autour de moi le papier peint décollé et les stores cassés. Pour la première fois depuis des semaines, je ne me sentais plus impuissante. Je me sentais dangereuse. J'ai passé les heures suivantes à explorer chaque recoin de la maison. La cuisine était vide, à l'exception de quelques casseroles cabossées et de bocaux poussiéreux. La chambre avait un matelas affaissé, mais des murs solides. Le porche penchait, mais il tenait debout. Tout était récupérable. Au moment où les phares ont balayé la fenêtre, j'avais déjà dressé une liste de réparations dans ma tête. Camille a fait irruption, toujours dans ses vêtements de travail, les yeux écarquillés par la fureur et l'inquiétude. Ils t'ont laissé ici toute seule, a-t-elle exigé de savoir. Avec elle, Josiane? Oui, elle est charmante, ai-je répondu d'un ton sec. Camille n'a pas ri. Elle m'a dévisagé un long moment, son regard balayant mon visage jusqu'à mes jambes. Tu es debout. Je suis debout, ai-je confirmé. Pendant une seconde, aucune de nous n'a bougé. Puis, elle a esquissé un petit sourire, farouche. Alors, c'est quoi le plan? Le plan? Jusqu'à cet instant, je n'avais pas pensé au-delà de survivre à cette première nuit. Mais là, maintenant, je pouvais distinguer les fils de quelque chose de plus grand. Je n'y retourne pas, ai-je déclaré. Ni vers lui, ni vers elle. C'est ma maison maintenant, Camille. Ma vie. Et je vais la reconstruire. Elle a hoché lentement la tête, sortant une boîte à outils pliante de son sac. Alors, commençons par les serrures. Si Julien se pointe de nouveau, il devra frapper. Nous avons passé des heures à nettoyer, éclatant de rire entre deux murmures hargneux contre Julien et Chantal. Nous avons réparé la porte d'entrée, trouvé de vieux rideaux dans un placard, et nous avons même réussi à rétablir l'électricité dans la moitié de la maison. Quand nous nous sommes enfin écroulés sur le canapé, couverte de poussière et de sueur, Camille m'a tendu une bouteille d'eau et a dit « Amélie, tu sais que ce n'est pas juste une question de maison, n'est-ce pas ?» J'ai hoché la tête, serrant la bouteille si fort que mes articulations ont blanchi. Je sais. C'est pour tout ce qu'ils ont essayé de me prendre. Et ce que je suis en train de récupérer. Dehors, le vent a tourné, chaud et doux, portant l'odeur des herbes sauvages. J'ai fermé les yeux et j'ai pris une grande inspiration, le laissant remplir mes poumons. Pour la première fois depuis des mois, j'avais l'impression de pouvoir respirer librement. Cette nuit-là, j'ai dormi sur ce matelas affaissé comme si c'était le lit le plus moelleux du monde. Parce que c'était le mien, mon choix, ma vie. Et demain, je prendrai un nouveau départ. Le lendemain matin, la lumière du soleil s'est glissée à travers les fins rideaux, la poussière flottant dans des rayons dorés comme de minuscules étoiles. Je me suis réveillé courbaturé de la tête aux pieds, mais pas de cette façon brisée à laquelle je m'étais habitué. C'était la douleur de l'effort, de la vie qui revenait dans mes muscles. Pour une fois, la douleur signifiait que j'avais fait quelque chose de bien pour moi-même. Camille était déjà partie travailler, mais elle avait scotché un mot sur la porte d'un placard de la cuisine, « Tu es plus forte que tu ne le crois. Appelle-moi quand tu seras prête à attaquer le magasin de bricolage. » J'ai souri, pliant soigneusement le papier et le glissant dans ma poche comme un porte-bonheur. Je suis sorti, pieds nus sur le porche, et j'ai vraiment regardé la propriété pour la première fois. Le terrain était sauvage, envahi par la végétation, mais magnifique à sa façon. L'air sentait l'herbe chauffée par le soleil et le cèdre. Pendant des années, j'avais couru à travers la vie, le travail, le mariage, les obligations. Mais debout là, dans ce silence, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des mois, la possibilité d'un avenir. Les premières semaines ont été dures. J'ai vite appris que vider et nettoyer une vieille maison est un entraînement auquel aucun kinésithérapeute ne peut vous préparer. J'ai gratté la moisissure sur le carrelage, traîné des meubles cassés dans le jardin, réparé des fuites sur le toit avec l'aide de tutoriels YouTube et d'une pure obstination. Mes mains se sont couvertes d'ampoules, mon dos me faisait souffrir le martyre, mais je refusais d'abandonner. Chaque clou que je plantais, chaque planche que je ponçais me donnait l'impression de récupérer un autre morceau de moi-même. Un matin, alors que je me battais avec une vieille tondeuse à gazon, une camionnette s'est arrêtée. En est descendu Lucas Rousseau, l'homme dont la ferme bordait mon terrain, un exploitant agricole aux larges épaules, avec des mains burinées par le travail et des yeux de la couleur des nuages d'orage.
Vous comptez dompter tout ça avec ce truc, a-t-il demandé, faisant un signe de tête vers ma tondeuse avec un sourire amusé. Vous avez une meilleure idée, ai-je rétorqué en essuyant la sueur de mon front. Il a souri de toutes ses dents, a disparu à l'arrière de son véhicule, et est revenu avec une débroussailleuse thermique qui avait l'air capable de broyer une forêt entière. Je m'en occupe. Considérez ça comme un cadeau de bienvenue dans le voisinage. J'ai commencé à protester, mais il tirait déjà sur le cordon du lanceur. En 1 heure, la moitié de la cour était défrichée, les mauvaises herbes qui m'arrivaient aux genoux réduites à de nettes bandes de terre. Quand il a enfin coupé le moteur, il s'est essuyé le front et a dit, « Si vous avez besoin d'un coup de main avec cet endroit, vous m'appelez. » Il ne fut pas le seul. La rumeur a dû se répandre vite dans le petit village, car en quelques jours, des gens que je n'avais jamais rencontrés ont commencé à débarquer. Madame Lambert, de l'épicerie du village, a apporté des tartes et des échantillons de peinture. Une institutrice à la retraite nommée Marguerite a proposé de m'aider à cataloguer les vieux livres que j'avais trouvés dans le grenier. Même le capitaine de gendarmerie Martin s'est arrêté un après-midi juste pour vérifier si j'avais besoin qu'on m'installe de nouvelles serrures. Au début, j'ai continué à m'attendre à ce que quelqu'un demande quelque chose en retour, mais personne ne l'a fait. Il venait, m'aidait, souriait, et me laissait de petits éclats de gentillesse dont je n'avais pas réalisé à quel point j'étais affamé. Lucas était celui qui passait le plus souvent. Parfois, il réparait des choses, remplaçait des vitres cassées, rafistolait les marches affaissées du porche. Mais parfois, il s'asseyait simplement avec moi sur le porche, sirotant du thé glacé et parlant de la vie sur son domaine. Il avait perdu sa femme d'un cancer 3 ans plus tôt, m'a-t-il confié doucement un soir, et la ferme avait été son moyen de ne pas devenir fou. Je sais ce que ça fait, m'a-t-il dit d'une voix grave. De se réveiller et d'avoir l'impression que la moitié de votre vie a disparu. Je n'ai rien dit. J'ai simplement tendu le bras et posé ma main sur la sienne. Nous sommes restés comme ça un long moment, à écouter le vent souffler dans les arbres. La maison devenant peu à peu habitable, je me suis tourné vers la terre. J'ai commencé un petit potager, maladroitement au début, mais bien vite avec plus d'assurance. Lucas m'a montré comment construire des bacs surélevés, comment faire du compost, comment distinguer la bonne terre de la mauvaise. Il y avait quelque chose de profondément ancrant à plonger mes mains dans la terre, à regarder une nouvelle vie germer. Un samedi, le village a organisé un marché des producteurs locaux, et Lucas m'a convaincu d'y apporter quelques-uns de mes légumes. Juste un petit panier de tomates et de poivrons. Je me sentais timide, presque ridicule, mais les gens ont tout acheté en moins d'1 heure. Madame Lambert a frappé dans ses mains et a dit, « Ma chérie, si tu continues à cultiver comme ça, tu auras ton propre stand ici tous les mois. » Ce soir-là, en comptant les quelques billets que j'avais gagnés, j'ai réalisé que ce n'était pas une question d'argent. Il s'agissait de faire de nouveau partie de quelque chose. Quelque chose de plus grand que ma douleur ou mon passé. Les cauchemars à propos de Julien et de Chantal revenaient encore parfois, me réveillant dans l'obscurité, le cœur battant. Mais maintenant, j'avais un point d'ancrage. J'avais des gens qui me voyaient comme Amélie, et non comme un fardeau ou une ombre en train de s'effacer. J'avais un travail qui me faisait transpirer pour moi-même, et non pour les rêves de quelqu'un d'autre. Et doucement, tendrement, autre chose a éclos. J'ai commencé à attendre les visites de Lucas avec impatience. À attendre la façon dont il s'appuyait contre le chambranle de la porte avec ce sourire facile, ou la façon dont son rire résonnait sourdement dans sa poitrine quand je faisais une blague. Il ne forçait jamais les choses, ne se montrait jamais indiscret, il était juste là, constant comme le lever du soleil. Pour la première fois depuis l'AVC, je ne pensais plus à ce que j'avais perdu. Je pensais à ce que je pouvais construire. Ce que j'allais construire. À la fin de l'été, la maison ne ressemblait plus à un cimetière. C'était devenu chez moi. Les murs étaient repeints, le toit qui fuyait était réparé, et l'odeur de moisissure avait été remplacée par celle du bois chaud de cèdre et par la douce effluve du pain frais que j'avais appris à cuire. J'avais des ampoules sur les mains et des muscles dont j'ignorais l'existence. Mais chaque courbature était la preuve que j'étais en train de reconstruire non seulement une maison, mais une vie. C'est Lucas qui a planté l'idée qui allait tout changer. Un soir, après m'avoir aidé à installer un récupérateur d'eau de pluie, il s'est accoudé à la rambarde du porche et a dit « Vous avez déjà pensé à faire plus avec cet endroit ? C'est une bonne terre. Ça pourrait être plus qu'une simple maison. » J'ai froncé les sourcils. Plus comment ? Il a haussé les épaules.
Vous avez déjà ce potager. Vous avez des voisins qui vous achètent la moindre tomate que vous faites pousser. Et si vous voyez plus grand? Des produits bio? Peut-être un petit stand de vente à la ferme. Les gens du coin adorent soutenir le commerce local. Au début, j'ai ri. J'étais juste une femme qu'on avait laissée pour morte et qui réapprenait à tenir sur ses 2 jambes. Mais plus tard cette nuit-là, je n'ai pas pu m'arrêter d'y penser. J'avais l'argent de l'héritage. Cet argent que Julien avait tant voulu contrôler. Et si je l'utilisais pour moi? Dès le lendemain matin, j'ai passé des appels à un menuisier local pour fabriquer des bacs de culture surélevés, à une coopérative agricole pour du terreau et du compost, et à la mairie concernant les autorisations pour une petite exploitation agricole. À la fin de la semaine, mon petit lopin de terre s'était transformé en rangée de lits de culture soigneusement plantés, et en une petite serre que Lucas m'avait aidé à construire avec du bois de récupération et des bâches transparentes. C'était un travail de titan, mais cela m'a rempli d'une chose que je n'avais pas ressentie depuis des années, un but. Chaque jour, je me réveillais, j'étirais mes muscles endoloris et je sortais m'occuper de ces 10 plants qui transformaient lentement la terre nue en une explosion de verdure. Mes mains sentaient la terre, mes vêtements le soleil et la sueur, et j'adorais ça. Quand la première véritable récolte est arrivée aux poivrons, tomates, salades et herbes aromatiques, j'ai chargé la camionnette de Lucas et j'ai conduit jusqu'au marché du village. Je m'attendais à vendre un peu, peut-être de quoi couvrir le coût des graines. Au lieu de cela, à midi, il ne restait plus rien. Les gens m'ont demandé si je serais de retour la semaine suivante, et un chef d'un restaurant des environs m'a même tendu sa carte, me disant qu'il voulait s'approvisionner chez moi régulièrement. En rentrant chez moi en voiture, le vent dans les cheveux, j'ai réalisé que je souriais à m'en faire mal aux joues. Lucas m'attendait quand je me suis garé. Tout vendu, a-t-il demandé, son sourire trahissant qu'il connaissait déjà la réponse. Tout, ai-je dit en soulevant les cagettes vides. C'est comme ça que ça commence, a-t-il lancé en s'adossant au véhicule. Vous allez voir, bientôt, vous dirigerez toute l'affaire. J'ai ri, mais au fond de moi, quelque chose a basculé. Pendant si longtemps, je m'étais définie comme la femme de quelqu'un, le fardeau de quelqu'un. Maintenant, j'étais Amélie Dubois, la femme qui bâtissait sa propre entreprise, son propre avenir. Et quelque part au milieu de tout ça, Lucas et moi avons changé, nous aussi. Ça n'a pas été soudain. Pas de premier baiser spectaculaire sous un feu d'artifice. Ce furent des moments paisibles. Lui me montrant comment réparer un tuyau d'irrigation, moi lui préparant un clafoutis aux pêches, et éclatant de rire lorsqu'il affirmait que c'était la meilleure chose qu'il ait jamais mangée. Un soir, après que nous eûmes fini de monter un nouveau treillis, il est resté plus longtemps que d'habitude. Nous étions assis sur le porche, tandis que les grillons chantaient au loin. Tu penses parfois à la suite, a-t-il demandé doucement, nous étions passés au tutoiement depuis quelque temps. La suite. Je l'ai regardé. Il a hoché la tête. Tu as traversé l'enfer, Amélie, mais tu es différente maintenant. Plus forte. Tu as des projets, au-delà de ce stand de ferme. J'ai hésité, puis j'ai souri. Je crois que je veux juste continuer à construire. Cet endroit, ma vie, quelque chose qui soit à moi. Lucas m'a regardé longuement, puis a tendu le bras et a pris ma main. La sienne était rugueuse, chaude, assurée. C'est un bon projet. Je ne me suis pas dégagé. Pour la première fois depuis des années, quelqu'un me touchait, non pas par obligation ou par pitié, mais parce qu'il avait envie d'être près de moi. C'était simple, naturel, et sécurisant. À partir de là, Lucas est devenu bien plus qu'un simple voisin. Il s'est intégré à mon quotidien, transportant de la terre, m'aidant à réparer les outils, partageant le dîner à la table de ma cuisine. Il ne forçait rien, ne bousculait rien, il restait simplement présent, constant comme le lever du soleil. Au début de l'automne, nous avions bien plus qu'un stand de ferme. Nous avions un nom, les Jardins du Bois, et même un petit logo que Camille avait dessiné. Les commandes affluaient plus vite que je ne pouvais les honorer, et Lucas m'a suggéré d'embaucher un adolescent du village pour aider aux récoltes. Quand j'ai remis ce premier chèque à un lycéen qui économisait pour ses études supérieures, j'ai failli pleurer. J'aidais quelqu'un d'autre, maintenant. Ce soir-là, assise sur le porche, j'ai repensé à la femme que j'étais un an plus tôt, faible, effrayée, abandonnée. Et puis j'ai pensé à la femme que j'étais en train de devenir. Indépendante, capable, et heureuse. Heureuse.
C'était le mot que je n'avais pas osé prononcer depuis si longtemps. J'ai jeté un coup d'œil à Lucas, qui sirotait son thé glacé. Son profil était éclairé par la lampe du Porsche. Il m'a surprise en train de le regarder et a souri, d'un sourire lent, chaleureux et patient. Ma poitrine s'est serrée, mais cette fois, ce n'était pas de la peur. C'était quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Et pour la première fois, je me suis autorisé à le penser. Peut-être que l'amour n'est pas perdu pour toujours. Peut-être qu'il avait juste besoin de me trouver quand je serais enfin prête. Cela faisait presque un an jour pour jour que Julien m'avait laissé dans cette vieille bâtisse quand son 4x4 a de nouveau remonté l'allée de gravier. J'étais à genoux près du potager, les mains profondément enfoncées dans la terre, quand j'ai entendu le grondement sourd du moteur. L'espace d'une fraction de seconde, mon cœur s'est contracté, la mémoire musculaire d'années passées à me recroqueviller chaque fois qu'il rentrait à la maison en colère. Mais ensuite, je me suis levé, j'ai essuyé la terre sur mon jean, et j'ai attendu. Julien est descendu, portant la même marque de lunettes de soleil, affichant le même demi-sourire suffisant. « Amélie » a-t-il dit, comme si nous étions toujours mariés, toujours proches. « Tu as une mine superbe. » Ses yeux ont balayé la serre, le porche fraîchement repeint, les rangées impeccables de légumes. « Tu as été très occupé. » Je n'ai pas souri. « Que veux-tu, Julien ?» Il a jeté un regard à la ferme et aux terres environnantes. « Il faut qu'on parle de l'héritage. De la façon dont il doit être divisé. » J'ai ri. Pas amèrement, mais sincèrement, tellement c'était ridicule. « Divisé ? Tu veux parler de l'héritage que tu as essayé de contrôler après m'avoir trompé ? Celui pour lequel tu m'as abandonné ici, en espérant que j'en meure ?» Il a tressailli très légèrement, mais l'a dissimulé sous un sourire narquois. « Allez, Amélie. J'ai fait des erreurs, mais on était mariés. Légalement, j'ai droit à rien du tout, à couper une voix. » Lucas est apparu de derrière la grange, s'essuyant les mains avec un chiffon. Sa présence était solide, ancrée. « Tu l'as quittée, Julien. Tu l'as abandonnée quand elle avait besoin de toi. Ça ne te donne pas droit à un seul centime. » Julien s'est hérissé. « Et vous êtes qui, vous ? Le nouveau petit copain ? Félicitations. Profitez bien de votre œuvre de charité. » Lucas n'a pas scié, mais je me suis avancé avant qu'il ne puisse ajouter un mot. « Arrête. » Ma voix était calme, posée. « Tu n'as plus le droit de m'appeler comme ça. Tu n'as plus le droit de m'appeler quoi que ce soit. » Il a fait mine de faire un pas, baissant la voix comme si nous partagions un secret. « Écoute, je sais que les choses ont dérapé, mais tu ne peux pas sérieusement penser que... Je ne pense plus rien de toi, Julien. » Les mots sont sortis plus tranchants que je ne m'y attendais, mais je ne les ai pas retenus. « Tu m'as laissé ici parce que c'était plus facile que de m'aimer pendant une période difficile. Tu as menti. Tu as triché. Et tu as planifié ta vie avec quelqu'un d'autre pendant que je me battais pour tenir debout à nouveau. Je ne te hais pas pour ça. Je ne te souhaite même aucun mal. Mais tu ne fais plus partie de ma vie, et tu ne toucheras pas un seul centime de ce que j'ai bâti. » Pendant un long moment, il n'y a eu que le silence, troublé uniquement par le vent dans les arbres. Julien a ouvert la bouche comme pour répliquer, mais aucun son n'en est sorti. Lucas s'est placé à côté de moi, son bras effleurant le mien, sans être possessif, juste présent. « Vous l'avez entendu. Il est temps de partir. » Le visage de Julien s'est crispé, mais il a tourné les talons, marmonnant entre ses dents tout en remontant dans son 4x4. Le moteur a rugi, soulevant un nuage de poussière dans son sillage alors qu'il s'éloignait, devenant de plus en plus petit jusqu'à disparaître au bout du chemin. Exactement comme la dernière fois. Sauf que cette fois-ci, je n'étais pas celle qu'on laissait derrière. Je défendais mon territoire. J'ai expiré lentement, réalisant que mes mains tremblaient, non pas de peur, mais de soulagement, de libération. Lucas a touché doucement mon épaule. « Ça va ? » J'ai hoché la tête. « Mieux que ça. » Je l'ai regardé, puis j'ai regardé la maison, et les terres qui nous entouraient. « Je suis libre. » Il a esquissé un petit sourire tranquille, comme s'il savait exactement ce que ces mots signifiaient. « Allez, » a-t-il dit doucement. « Allons repiquer ces jeunes plants avant que le soleil ne se couche. » Ce soir-là, nous avons travaillé côte à côte, les mains dans la terre,
nos rires se mêlant au chant des grillons et aux cris lointains des oiseaux qui rentraient pour la nuit. Quand nous avons fini, Lucas s'est appuyé sur sa pelle et m'a regardé dans la douce lueur du crépuscule. « Tu as parcouru un sacré bout de chemin, Amélie. » J'ai souri en essuyant un peu de terre sur ma joue. « Oui. Et je n'ai pas fini. » Nous nous sommes assis sur le porche après le dîner, sirotant du thé glacé pendant que le ciel se parait de rose et d'or. Pendant un long moment, aucun de nous n'a parlé. Puis, Lucas a tendu le bras, entrelaçant ses doigts aux miens. Je ne me suis pas dégagé. Ce n'était pas un feu d'artifice ni une passion dévastatrice. C'était quelque chose de plus profond, de patient, d'enraciné. À l'image de la vie que j'étais en train de bâtir. Un mois plus tard, les Jardins du Bois ont organisé leur première journée portes ouvertes pour la communauté. Des familles sont venues, les enfants courant à travers les rangées de légumes, les voisins goûtant à la confiture maison, et des musiciens locaux jouant à l'ombre des vieux chênes. Je me tenais près de l'entrée, accueillant les gens, éclatant de rire quand une petite fille a tiré sur ma manche pour me montrer la citrouille qu'elle avait cueillie elle-même. Camille m'a attrapé pendant un moment de calme et m'a serré fort dans ses bras. « Regarde-toi » a-t-elle chuchoté. « Regarde ce que tu as construit. » J'ai regardé autour de moi, les rires, la musique, la lumière du soleil scintillant sur la serre, et Lucas, debout près du stand de citronnade, arborant un doux sourire qui ne s'adressait qu'à moi. Pour la première fois, je me sentais entière. Non pas parce que j'avais pris ma revanche ou prouvé que quelqu'un avait tort, mais parce que je m'étais choisi, moi. J'avais choisi la guérison plutôt que la haine, les racines plutôt que la fuite, l'amour plutôt que la peur. Et alors que la journée touchait à sa fin, je me suis tenu à la lisière de mes terres, respirant le parfum de la terre et de la vie naissante, et je me suis murmuré à moi-même, c'est chez moi. C'est ma vie. Et elle est magnifique.